Notre premier invité de l'année 2021, il s'agit ni plus ni moins que de Monsieur Abdelrahman TX. Abdelrahman Mohamed Guelleh dit TX, bonjour. Bonjour Nidal, bonjour à tous vos auditeurs, à tous nos auditeurs et auditrices, à tous les membres. Merci d'avoir répondu présent d'abord à cet appel. Je sais que c'était prévu la semaine dernière, nous nous excusons, on a eu quelques petits problèmes techniques. Voilà, donc, Monsieur Abdelrahman TX, d'abord, permettez-moi de vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année 2021. Merci beaucoup et meilleurs vœux aussi. Voilà, surtout des vœux de santé et autres. Alors, Monsieur Abdelrahman TX, cette année 2021 était aussi très très importante à Djibouti, puisque c'est une année électorale. Et bon, 2021, ce sera au mois d'avril, normalement. Est-ce que vous pensez que d'abord tout est réuni pour que l'on ait droit à une élection normale, transparente, où sortira réellement la volonté du peuple? Non, pas du tout, comme toujours. Donc, cette élection ne déroge pas à la règle de la dictature. Donc, il n'y aura pas une élection transparente. Et d'ailleurs, l'Union africaine, dans ses rapports de ses missions d'élection, d'observation électorale des années 2013, 2016 et 2018, donc dénonce les systèmes électoraux des Djibouti. D'accord. Et dans ces conditions, évidemment, la question s'impose. Allez-vous quand même être candidat? Non, pas du tout, puisque les règles d'IG sont faussées, il n'y a pas une commission électorale nationale indépendante, l'Union africaine a pointé du doigt les processus électoraux djiboutiens et particulièrement la dernière élection présidentielle. Je cite l'Union africaine, donc qui s'est déroulée dans des conditions de restrictions des libertés. Donc cette élection n'est pas du tout transparente. Donc pourquoi y aller à une élection dont on connaît en avance les résultats, les fraudes électorales et puis la restriction des libertés. Donc nous n'irons pas à cette élection. Donc c'est bien normal. Oui, on ne peut que comprendre. Par contre, ce que l'on voit à partir de l'étranger, on a vu quand même une liesse populaire, énormément de gens sortir, surtout des jeunes, pour demander encore et toujours, ce n'est pas la première fois, hein, vous me direz, au président de se représenter, chose qu'il a acceptée. Bon, malgré tout ce carnaval tout autour de ça, ne pensez-vous pas que quand même la population aime bien son président? Donc personne ne dit ici, donc comme dans toutes les dictatures du monde et à travers l'histoire, donc ça ne marche pas du tout, c'est des fausses informations et particulièrement le régime a obligé les enfants des écoles en les transportant dans un stade. Il y a également donc les gens, les immigrés des pays voisins qui ont été rappelés la veille ont été ramenés des forces dans ces stades. Donc on connaît qu'Ismaël Omar Guelleh est accroché au pouvoir, il n'a aucune légitimité populaire. S'il avait une légitimité populaire ou qu'il avait un vrai projet ou que la population l'aimait, il allait accepter aisément un scrutin transparent, sachant qu'il allait gagner. Mais le contraire est aujourd'hui vrai. Et il sait qu'il va perdre les pouvoirs, donc voilà, personne ne l'aime à Djibouti. Il s'accroche au pouvoir par la force et la fraude électorale. Donc ces rassemblements étaient un échec total et c'est un jeu connu par tout le monde. D'accord. Maintenant, juste une petite question. Est-ce que le RAD, tout seul, donc votre parti, tout seul, peut gagner contre lui? Bien sûr, s'il y a une élection libre et transparente, nous pourrons aisément gagner et remporter contre lui. Et d'ailleurs, en 2012, lors de l'élection locale, donc qui ne représentait évidemment aucun enjeu national, nous avions remporté déjà une victoire dans les urnes. Ça démontre que s'il y a dans ces pays une élection libre et transparente, évidemment, les RAD qui a déjà remporté face à l'IMP pourraient refaire
la même victoire, refaire la même chose, donc en remportant haut la main une élection à condition qu'elle soit libre et transparente. Là, il n'y a pas de doute. D'accord, mais là, tant qu'elle n'est pas libre et transparente, on voit qu'il y a actuellement à Djibouti, on assiste ici et là à quelques partis qui se rassemblent et autres, une espèce d'union de l'opposition. Avant de parler de la désunion de l'opposition, parlons de l'union. Vous faites partie de quelle union, vous, actuellement? Parce qu'on entend parler beaucoup de l'USN, de Aman, on ne sait plus où on en est. Pour l'instant, donc, nous ne faisons pas partie d'aucune union, d'aucune alliance, d'aucune coalition. Les partis RAD a décidé, suite à la dislocation de l'ISN, de tenter donc une nouvelle aventure avec d'autres et ça n'a pas marché. Et depuis, nous avons revu toute la stratégie du parti. Nous nous sommes concentrés jusqu'à ces jours à renforcer nos bases militantes pour se projeter dans l'avenir. Mais se projeter dans l'avenir, donc vous ne croyez pas du tout à une espèce d'union de l'opposition avec d'autres partis politiques qui cherchent, qui visent exactement la même chose, à savoir renverser ce régime. Ne pensez-vous pas que l'union fait la force? Si, évidemment, l'union fait la force, mais nous ne sommes pas prêts à faire une union aveuglément, une alliance avec quiconque, parce que nous avons tiré des leçons des échecs des unions passées de l'opposition que nous avions étudiées de très près. Donc, il faut qu'il y ait une unité solide, une unité gagnante, et pour ça, il faut revoir, il faut être au même niveau stratégique et au même niveau des objectifs. Si nous avons, par exemple, des partenaires avec qui nous pourrons avoir les mêmes buts, les mêmes objectifs et la même stratégie, il n'y a aucun souci pour aller ensemble. Par contre, nous ne sommes pas prêts à composer avec des partis ou avec d'autres avec qui nous ne partageons pas les mêmes buts, les mêmes objectifs et la même stratégie. D'accord, merci beaucoup pour votre clarté. De l'autre côté, on voit aussi qu'il y a non plus des alliances de partis et autres, mais des gens qui veulent renverser ce pouvoir-là et arriver avec une transition. Là, on assiste, ici en France par exemple, on voit qu'il y a d'un côté un groupe qui s'appelle le groupe du Bourget, de M. Mohamed Kadhabi, et puis de l'autre côté, deux ministres qui se sont mis ensemble pour créer un autre groupe de réflexion ou autre pour la transition nationale, je ne sais pas comment ils appelaient ça. Vous vous sentez proche de comment voyez-vous cette évolution? D'abord, donc, ce qui est très intéressant et qu'il faut souligner évidemment, toute alliance ou tout partenaire doivent partager les mêmes buts, les mêmes objectifs et la même stratégie. Nous avons pu constater à Djibouti auprès des combattants de la liberté, souvent nous avons les mêmes buts, mais diffèrent souvent la stratégie ou les objectifs intermédiaires. Donc, tant que tous le but, les objectifs et la stratégie ne sont pas mis au même niveau, il est difficile de composer avec qui que ça soit. Et là, donc, il n'y a pas souvent des discussions approfondies et préalables. J'ai eu des discussions et des échanges avec l'ancien ministre Fouad, docteur Fouad, avec qui j'ai des très bonnes relations. Oui. J'ai été également en discussion avec les groupes des Bourgets, donc avec Kadhabi, y compris vous et bien tous les autres. Comme je l'avais déjà souligné lors d'une visioconférence, avant de penser et de parler des transitions, il faut d'abord se mettre d'accord sur quelle stratégie adopter pour se débarrasser de ces régimes autoritaires, de ces dictatures. Oui. Donc, je pense qu'il faut aller par étapes. Donc, je pense qu'il faut d'abord mettre en place la première étape consistant à répondre à la question comment pouvons-nous se débarrasser de ces régimes. Et là, il faut mettre au même niveau la stratégie. Après, il faut passer évidemment à la deuxième étape qui consiste, une fois que nous arrivons à nous débarrasser de ces régimes, évidemment, donc il faut mettre en place la transition. Il faut en parler avant la transition, comment se débarrasser. Et ensuite vient la deuxième question,
Donc, ces deux questions vont évidemment découler sur ce que nous cherchons tous, c'est-à-dire le but. C'est une démocratisation du pays, des élections libres et transparentes et un état des droits. Absolument, d'accord. Maintenant, si vous le voulez bien, Monsieur Abdurrahman, il s'est passé quelque chose il y a 2 jours, donc le jeudi soir, à Tadjoura. À Tadjoura, où on a vu une attaque des rebelles, une attaque du FRUD contre des objectifs militaires à Tadjoura ville. Et d'abord, évidemment, avoir un peu plus d'informations, si vous en avez, et savoir quelle est votre position là-dessus. Parce que là, ce que je vois, c'est qu'au côté gouvernemental, on est déjà en train de parler de terroristes et ainsi de suite. D'abord, j'ai une pensée toute particulière aux soldats décédés, donc qui est mort dans cette attaque. J'exprime également ma solidarité à la famille, à tous les gendarmes, parce que les gendarmes et les soldats, ce sont nos gendarmes. Et c'était un événement malheureux. La violence n'a jamais été une solution, elle n'est pas la solution et elle ne sera jamais la solution. Mais ce que nous constatons, c'est que les mêmes causes provoquent les mêmes effets. Oui, d'ailleurs, nous avons émis un communiqué sur les événements à Tadjoura. Nous avons proposé qu'il faut mettre fin à l'ère d'IOG parce que nous risquons qu'il est en train de provoquer, d'entraîner les pays dans l'abîme. Il faut qu'il renonce, les présidents djiboutiens doivent renoncer à ses 5e mandats pour sauver ensemble les pays. Et puis, deuxième proposition que nous avons fait dans ces communiqués, une fois qu'il renonce, il faut qu'on mette les pays dans une transition pacifique qui pourrait déboucher à des élections libres et transparentes. Dans ces pays, il y a énormément d'injustice. Cette violence qui s'est déroulée à Tadjoura, pour nous, ce n'est pas une surprise parce qu'à plusieurs fois et incessamment, nous répétons que les pays et la paix doivent être préservés. Et pour préserver, il faut que les pouvoirs revoient donc sa manière de gérer les choses. Et surtout, il faut qu'Ismaël Omar Guelleh renonce à un 5e mandat, qu'on démocratise les pays, qu'il y ait un état de droit qui garantit les libertés fondamentales, la justice sociale. Tant que ces points ne sont pas garantis, tant que ces pays n'est pas fondamentalement changer sa manière dans la gestion et dans la gouvernance, le risque pour nous est très grand pour sa stabilité dans l'avenir, ce que nous ne souhaitons pas. Effectivement, et que personne ne souhaite. Je vais vous poser une question, si vous le permettez, bon, un peu naïve peut-être, mais est-ce que vous pensez que M. Ismaël Omar Guelleh va tranquillement céder le pouvoir et partir en disant « Bon, c'est bon, ça suffit, j'ai fait assez de dégâts, je veux bien laisser à des gens plus compétents ». Je ne crois pas, tout simplement parce que tous les régimes autoritaires, tous les dictateurs ont passé par, malheureusement, ils étaient chassés, ils sont chassés pour chasser. Voilà, puisqu'ils détiennent par la force, arrivent des forces plus grandes et là, par surprise, sans qu'ils s'attendent, ils sont jetés par la fenêtre. Bon, je pense, est-ce qu'il va, nous l'avons appelé à plusieurs reprises pour qu'il revienne à la raison, qu'il accepte une transition politique, qu'il accepte des élections transparentes, mais jusqu'à présent, selon son comportement de gestion, je ne crois pas qu'il va changer. Voilà, à moins qu'il y ait un rapport de force qui l'oblige à les faire dégager pacifiquement. Rapport de force, pacifiquement, je ne sais pas. Nelson Mandela avait dit un jour, c'est toujours l'oppresseur et non l'opprimé qui détermine la forme de lutte. Si l'oppresseur utilise la violence, l'opprimé n'aura pas d'autre choix que de répondre par la violence. Je ne suis pas d'accord avec Nelson Mandela et d'ailleurs, il a su qu'il avait fait une erreur, d'où sa stratégie non violente après. C'est vrai, au départ, il avait cette vision de défendre, mais il avait changé en cours de route. Moi, je ne crois pas personnellement que la violence pourrait être la solution. Tout simplement, la violence n'a jamais été une solution.
Elle n'est pas la solution, elle ne sera jamais la solution. Et imaginons qu'il y a une guerre, qu'il y a une confrontation armée, mais toujours est-il que les choses vont se terminer par un dialogue, par des discussions. Donc pourquoi discuter après la violence, puisque nous pourrons terminer et se mettre d'accord avant même la violence. D'où notre appel incessamment au régime, évidemment, c'est à lui et celle qui peut provoquer les pays dans l'abîme, et c'est à lui et celle qui peut provoquer les pays dans une phase transitionnelle qui pourrait évidemment sauver la paix et la stabilité du pays. Donc toutes les clés, c'est dans ses mains. Donc je dirais qu'évidemment de ces côtés-là, la violence, c'est tout, la paix, c'est le régime qui les détient. Ça, oui, il les détient, et puis en même temps, vous avez reconnu qu'il n'a aucune envie, ni capacité intellectuelle d'ailleurs, moi je rajouterais, de parvenir à une paix. En tout cas, on vous souhaite bonne chance dans ce combat-là. Et puis pour terminer, cher Abdelrahman, on voit que vous êtes le seul, je pense, parti à organiser régulièrement, et ce depuis 3 week-ends bientôt, des manifestations pour dire votre ras-le-bol devant ce système, et puis surtout un non catégorique au 5e mandat. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Et puis, avez-vous des problèmes pour organiser ça? Qu'en est-il et qu'est-ce que ça a donné hier déjà? D'abord, donc, nous, en tant que direction politique, on n'est pas dedans dans cette organisation. Et le régime est hors la loi, donc il nous a déjà interdit d'accepter, d'autoriser un rassemblement pacifique que nous avions demandé officiellement au mois de mars 2020. Il avait rejeté sans apporter aucune justification. Et puis, nous avons tiré toutes les conclusions. La direction du parti s'est retirée, mais elle a donné une autonomie de gestion, une autonomie d'action aux partisans, aux militants. Dans ces manifestations, donc, ce sont les Djiboutiens qui manifestent, et on y voit à l'intérieur, évidemment, des partisans d'Irad qui participent et qui les organisent de manière pacifique. D'accord. Et alors, ces manifestations, est-ce qu'elles amènent beaucoup de monde? Est-elle vraiment suivie? Y a-t-il un engouement de la population, ou est-ce qu'il y a finalement une lassitude et que tous les gens se disent ce n'est pas la peine? Ce que nous avons constaté d'abord dans ces pays pour la première fois, donc vous avez l'histoire devant vous, et des élections ne dépassent rarement 1 ou 2 journées. Et puis les manifestations qui se déroulent à Djibouti sont souvent violentes. Il y a des plaies qui sont brûlées, il y a des casses. Alors là, la grande différence, c'est que les gens sont pacifiques, ils sont non violents. Et nous avons vu même des vidéos, des images des manifestants dans lesquels passent des tricycles, dans lesquels passent des voitures qui klaxonnent. Et ça, j'ai dit bravo aux manifestants qui sont non violents, qui sont pacifiques. Maintenant, donc, en ce qui concerne la lassitude, les choses viennent de commencer, selon les informations que nous avons recueillies auprès des gens qui participent à ces manifestations. Donc, je pense que les choses commencent bien. Et je crois que les Djiboutiens sont assez mûrs. Et d'ailleurs, les informations des bonnes sources que nous avons pu collecter, il y a un engouement et tous les vendredis, donc il y a des gens, des jeunes qui commencent à manifester leur intérêt pour qu'ils puissent participer aux prochaines manifestations si elles sont prévues par celles qui organisent ça. D'accord. Sinon, ce serait pour bientôt, c'est le 9 avril, je pense, si je me trompe, la première phase des élections présidentielles. Boycott, pas boycott, et s'il y avait quelqu'un quand même, si on arrivait à trouver, et je pense que c'est facile de trouver des lièvres à Djibouti, quelle serait votre attitude? D'abord, donc nous, les calendriers électoraux ne dictent pas nos activités et nos actions politiques.
L'élection, c'est cyclique et elle revient tout le temps. Donc nous avons en place des buts et des objectifs et puis une stratégie qui ne dépend pas du 9 avril, donc qui n'est pas limité dans les temps et surtout qui n'est pas limité au 9 avril. Voilà, donc nous observerons. Donc pour nous, il ne s'agit ni boycott ni participation, mais de suivre sereinement la mise en œuvre de notre stratégie. D'accord, donc une espèce de non-événement. Oui, c'est ça en fait. D'accord. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel, Monsieur Abdelrahman, pour cette toute première interview de l'année. Et je vous laisse le dernier mot, si vous avez quelque chose à dire à nos auditeurs. À tout Djiboussia. Bon, je dirais tout simplement que notre pays traverse une époque charnière et il nous faut évidemment être plus fort, les sauver contre la dictature et contre l'instabilité qui les guette. Ensemble, nous serons plus forts et c'est dans l'unité et la paix que nous pourrons gagner ensemble. D'accord, ce sera donc le dernier mot. Merci énormément, Monsieur Abdelrahman, et à une prochaine fois. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.